on n'est pas loin de la crise de régime. Donc débrouillez-vous, on a un gros déficit, on a besoin d'argent, et on va prendre l'argent, mais certainement pas sur les entreprises et sur les ménages aisés. Évidemment que ça marche pas. Tout ce qu'on a fait était formidable. Mais la situation est catastrophique. S'il y a bien quelque chose qui n'a pas de frontières, pas de règles, pas d'éthique, pas de compte à rendre, c'est les flux de capitaux. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans, que la part du capital dans la valeur ajoutée ne cesse d'augmenter au détriment des salaires. C'est qu'il a essayé de faire de la France, en quelque sorte, un paradis fiscal pour les très riches. Depuis 81, la réalité, c'est que la gauche gère mieux les comptes publics que la droite. Et la réalité des institutions de l'Union européenne, c'est que généralement, elles tombent toujours du même côté du marché, de la concurrence. Je pense que nous, on aurait dû sortir simplement du marché de l'électricité, qui est une folie contre la France. Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va pas mal, surtout dans un si bel espace et en si bonne compagnie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le premier représentant politique qu'on reçoit sur cette chaîne. Ça met la pression. L'idée, ce que j'ai eu envie de faire avec les représentants politiques, c'est qu'on comprenne un peu leur vision d'ensemble pour la France. Du coup, on peut commencer par faire un petit bilan. Dans quelle situation on se trouve là actuellement ? C'est une situation de crise. Mais ça n'aurait échappé à personne. Et puis c'est pas très original, parce qu'en réalité, la plupart des pays européens, on pourrait même dire les pays occidentaux, sont en crise. Alors il y a des crises qui se succèdent ou qui se juxtaposent, mais la France est dans une situation de crise aiguë. Bien sûr, il y a d'abord la crise économique et sociale, parce que quand même, alors on parle beaucoup de la dette en ce moment, mais au-delà de la dette, c'est la première fois qu'on a un tel chiffre de pauvreté, comme l'a révélé l'INSEE au mois de juin. On a des inégalités qui se sont quand même exacerbées, et moi, en tant qu'homme de gauche, c'est quand même ça qui me soucie aussi. On a un pays, même si on a beaucoup d'atouts, on a quand même un pays qui régresse dans un certain nombre de domaines. Je pense notamment au domaine industriel, où la désindustrialisation est plus intense en France qu'elle ne l'est dans d'autres pays européens, et ça devrait immédiatement nous interpeller et faire en sorte qu'on agisse. Or, pour l'instant, je trouve que là-dessus, la réponse est largement insuffisante. On a aussi des domaines dans lesquels on excellait où on est moins bon. Je pense notamment à tout ce qui est le domaine agroalimentaire. La France était un pays quasiment autosuffisant d'un point de vue alimentaire il y a 30 ans. Là, ça a beaucoup régressé, notamment en raison des accords de libre-échange au niveau mondial, mais pas seulement. Et puis on a une balance commerciale qui est largement déficitaire. Donc il y a une crise économique et sociale qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est un peu la toile de fond de ce qui se passe dans notre pays. Je mets de côté les crises qui touchent la planète tout entière, évidemment, la crise écologique, ça c'est incontestable, les crises migratoires qui vont venir, tout ça. Bon, ça c'est le lot de la plupart. C'est la toile de fond mondiale. Oui, c'est ça, c'est le lot de la plupart des pays dans le monde. Mais la France spécifiquement, elle est en crise aiguë aussi parce que on n'est pas loin de la crise de régime. Pendant très longtemps, en France, il y avait une alternance entre deux blocs principaux, dans des institutions qui étaient réputées stables. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune militant ou même jeune étudiant, on me disait la Ve République, l'avantage, c'est la stabilité. On a un mode de scrutin qui permet à ce que les majorités se succèdent. Et puis, on a des institutions qui sont très bien faites parce que l'exécutif décide, mais le pouvoir législatif peut quand même dire quelque chose. Enfin, il y avait cette mythologie française qui consistait à dire, en gros, les institutions gaulliennes, elles sont pas parfaites, mais elles permettent au pays de fonctionner correctement et d'assurer un minimum de stabilité. C'est pas le cas. Alors, on était un certain nombre, c'est mon cas, à critiquer fortement les institutions de la Ve à gauche, mais pas seulement à gauche d'ailleurs, depuis des années, mais là, on arrive à l'acmé de cette crise. Il y a eu le moment macronien qui a fait exploser les repères politiques traditionnels. Ça s'expliquait par plein de choses. D'abord parce que les partis de gouvernement qui s'étaient succédés n'avaient pas été très efficaces, ou en tout cas avaient déçu leurs électeurs. C'est le cas, moi j'étais au Parti Socialiste pendant plus de 20 ans, c'était le cas. 2017, de ce point de vue-là, ça a été quelque chose de à la fois très douloureux et en même temps de très compréhensible. Donc il y a eu le moment macronien
d'explosion des partis traditionnels. Et là, on a une exacerbation de la crise parce que ça touche les institutions. Et pourquoi ça touche les institutions ? Parce qu'on se rend compte qu'à un moment, faire reposer le pouvoir politique sur une seule personne, qui va décider de plein de choses, avec très peu de contre-pouvoir, dont les décisions ne sont validées en réalité que tous les 5 ans à l'occasion d'une élection présidentielle où parfois on vote surtout pour celui qui est le moins pire. Ça a été le cas à 2 reprises pour Macron. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre chez les macronistes, c'est qu'ils ont l'impression, je discute beaucoup avec eux à l'Assemblée, ils ont l'impression qu'ils sont là parce que les gens aimaient leurs idées, plébiscitaient leurs idées. En fait, la plupart des gens qui ont voté Macron au 2e tour, et en 2017 et en 2022, c'est surtout parce qu'ils ne voulaient pas des idées de Le Pen. Donc à partir de ce malentendu originel et d'une pratique du pouvoir qui est encore pire que celle de ses prédécesseurs, c'est lui-même qui se fantasmait comme jupitérien avec cette espèce de verticalité du pouvoir qui allait donner de l'efficacité et de la vitesse. On est dans une crise qui est profonde. Et ce qui est troublant, je trouve, c'est que chaque avertissement donné par les gens, le pouvoir exécutif y est complètement sourd. Le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, qui est quand même, à mon avis, ce qui restera du macronisme. Le paradoxe, c'est que le macronisme, dans l'histoire, on en parlera surtout parce qu'il y a eu cet immense mouvement des Gilets jaunes, qui est un des mouvements sociaux les plus puissants de ces dernières décennies. Macron a lâché un peu d'argent parce qu'il avait le sentiment que sinon le pays allait s'enflammer. Mais il y a une incompréhension par rapport à ce qui était dit, qui était quand même un mouvement puissant de contestation de la représentation, de contestation des institutions, de contestation du président lui-même et de ce qu'il portait comme idéologie. C'est-à-dire une idéologie qui est quand même inégalitaire avec cette thèse qui a été démentie immédiatement par les faits, mais à laquelle il continue à croire, c'est celle du ruissellement. C'est-à-dire, en gros, on va permettre aux plus riches de s'enrichir davantage, mais vous allez voir, plus ils vont s'enrichir, plus ça va ruisseler sur le reste de la société française. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ce qui me trouble, pour en revenir à ce que je disais, c'est qu'il y a eu les Gilets jaunes, mais c'est des élections. L'élection de 2022, c'est un premier de coup semonce. L'élection législative de 2024, les macronistes sont défaits. Après des européennes où vous avez été humiliés. Et en dépit de ça, c'est-à-dire en dépit des Français qui se prononcent concrètement contre cette politique, non seulement ils se proposent de la continuer, comme s'il avait raison contre tous, mais parfois même ils se proposent de l'amplifier. Et d'une certaine façon, le plan Bayrou, dont on parle en ce moment, c'est l'amplification de la politique macroniste, alors même que les Français, à plusieurs reprises, ont dit « on ne veut pas de ça ». Ça précipite la crise politique. Et pourquoi je dis crise de régime ? C'est parce que le pouvoir a utilisé un certain nombre d'outils constitutionnels à sa disposition. Le recours au 49.3, qui permet de faire passer un texte sans qu'il y ait de vote. Maintenant, le 49.3 chez les macronistes, c'est devenu une pratique quasi normale. Alors que normalement, il y a une forme de solennité quand même dans le 49.3. Donc ça, on ne tient pas le compte de l'avis des parlementaires, mais on ne tient pas compte non plus de l'avis des gens, au point que Macron utilise une autre arme, c'est la dissolution. La dissolution, c'est pareil, ça se fait pas... c'est assez rare. Dans l'histoire de la Ve République, les Français votent... C'est pas une grenade, quoi. Non. Les Français votent, et on ne tient absolument pas compte de leur vote. Et alors, il y a encore un autre outil constitutionnel dont il y a une utilisation un peu spéciale. On a un gouvernement qui est censuré, le gouvernement Barnier. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire, Pompidou en 62, mais à ce moment-là, De Gaulle, il avait dit, ok, vous avez censuré mon gouvernement, je renomme Georges Pompidou et je dissous immédiatement l'Assemblée. Bon là, il ne pouvait pas se permettre parce qu'il avait déjà dissous, donc déjà... Mais en plus, lui, la seule réponse qu'il trouve, c'est vous avez censuré M. Barnier, je vais nommer un Premier ministre avec les mêmes ministres pour mener la même politique. En pire. Oui, c'est quand même... C'est pour ça que je dis qu'il y a une crise de régime, c'est parce que les critiques se focalisent de plus en plus sur la tête de l'exécutif, en l'occurrence le chef de l'État. Et le chef de l'État, dans la 5e, est censé être, comme on dit, la clé de voûte des institutions. Moi, j'ai toujours combattu, depuis que je suis militant, j'ai toujours combattu ces institutions. Je pense qu'elles sont débilitantes, infantilisantes. Je pense que c'est absurde de considérer qu'une personne toute seule peut concentrer autant de pouvoir.
Je pense que c'est pas sain. Je pense que d'un point de vue démocratique, c'est pas fluide. Enfin, voilà, j'ai toutes les critiques qui étaient... le coup d'état permanent de François Mitterrand, on n'a pas pris une ride en réalité. On a reçu Benjamin Morel qui en a beaucoup parlé de ça. Benjamin Morel, d'abord, ses derniers ouvrages sont vraiment remarquables. Et lui-même a une lecture critique des institutions de la 5e. C'est mon cas aussi. Donc on a une crise politique, on a une crise des institutions, et on est confronté en plus à une intransigeance du pouvoir en place. Parce que c'est ça, ce qui se passe en ce moment. Là, je parle vraiment de ce qui se passe dans les jours, là. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que la Macronie, ou ce qu'il en reste, a dit, écoutez, on a été défait aux élections, notre Premier ministre a été censuré, on vous propose, dorénavant, c'est comme avant. Bon, déjà, il y a un premier problème. Et quand on dit, oui, mais vous vous rendez bien compte que il y a une contestation, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible de dire on va prendre beaucoup à ceux qu'on peut et prendre peu à ceux qu'on beaucoup. Le ruissellement, ça marche pas. Ça fait des années qu'on sait que ça marche pas. Donc, est-ce qu'on pourrait pas au moins discuter pour rééquilibrer, pour être un peu plus juste ? Et là, on se heurte à une intransigeance qui est incompréhensible. Elle est incompréhensible. Parce que vous avez des gens qui arrivent, des ministres, des chefs de parti, en l'occurrence proches d'Emmanuel Macron, qui disent « Nous, notre ligne rouge, c'est l'augmentation des impôts pour les grandes entreprises et pour les ménages aisés. Donc débrouillez-vous, on a un gros déficit, on a besoin d'argent, et on va prendre l'argent, mais certainement pas sur les entreprises et sur les ménages aisés. » Évidemment que ça ne marche pas. Et donc, tout le storytelling gouvernemental et parfois médiatique, consistant à dire il y a des facteurs de blocage aujourd'hui, et ces facteurs de blocage, c'est la gauche, c'est un tel... C'est pas vrai. Les plus intransigeants dans la période, c'est ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises aux élections, qui continuent à se maintenir au pouvoir, et qui pensent que leur politique est bonne, alors même qu'elle a été sanctionnée par les électeurs, mais pas seulement par les électeurs, par les faits. Je me souviens, moi je suis arrivé en commission des finances, et on avait Monsieur Le Maire à l'époque, c'était Monsieur Le Maire, et il dit « Tout ce qu'on a fait était formidable, mais la situation est catastrophique. » C'est comme s'il y avait une dissonance cognitive entre les deux affirmations. Ah mais vraiment, on mène une politique formidable, mais la situation est catastrophique, et donc il faut en tirer les conséquences. Et c'est quoi tirer les conséquences ? C'est continuer à mener une politique qui échoue. Voilà, et là où je suis inquiet, c'est que j'écoutais les représentants du MEDEF à l'occasion de leurs universités d'été, et eux aussi sont dans l'intransigeance. Mais une intransigeance encore plus caricaturale que le patronat des années 80, qu'il était déjà beaucoup. Ils expliquent que... parce que la gauche a raison d'ailleurs, met sur la table la question des aides aux entreprises. Il y a beaucoup d'aides aux entreprises. Alors, il y a un rapport sénatorial qui dit que c'est plus de 200 milliards d'euros, d'autres disent un peu moins, mais quand même, il y a beaucoup d'aides publiques aux entreprises, ou alors des exonérations de cotisations, ce qui revient au même, c'est de l'argent public. Et on a en face de nous un patronat qui est beaucoup plus intransigeant que le sont les syndicats de salariés les plus intransigeants. Ils disent, on touche à rien, c'est au plus grand nombre de faire des sacrifices, et en plus notre modèle social il fonctionne pas, il faut le sacrifier. Voilà, c'est ça, en gros. C'est ça qui m'inquiète, moi, c'est cette incapacité d'abord à regarder le réel. Quand une politique marche pas, au bout de 8 ans, c'est normal de se poser des questions. Quand on se rend compte que les gens sont pas contents, à plusieurs reprises, c'est normal de se poser des questions. Et en fait, il y a cette incapacité à se remettre en cause, à se remettre en question, que je trouve très problématique. Voilà la nature conjoncturelle de la crise. Parce qu'après, il y a des causes structurelles, mais on va pas disserter à l'infini sur ce qui va pas dans notre pays. Mais en tout cas pas à l'infini, disserter peut-être, mais je pense que ça fait partie du problème. Et le problème, c'est que il y a un dogmatisme libéral, appelons-le comme ça, au pouvoir, de quelqu'un qui s'obstine, parce que c'est sa conviction, mais aussi parce qu'il représente des gens qui ont des intérêts, qui s'obstine à dire « le ruissellement, j'y crois, ça finira par arriver ». En fait, on voit bien que le ruissellement se traduit par une seule chose, c'est le creusement des inégalités en France. Et comme on est dans un pays dans lequel l'égalité, ça veut dire quelque chose, il y a une aspiration égalitaire dans l'histoire de France qui n'existe pas dans l'histoire allemande ou l'histoire italienne, c'est comme ça, c'est notre histoire au moins depuis la Révolution française, et même avant.
même avant, Ouais. en réalité. Forcément, ça se heurte à l'esprit d'un peuple. Et quand on se heurte comme ça, frontalement, à l'esprit d'un peuple, et qu'on fait mine soit de pas le voir, soit de le mépriser, parce que dans le discrédit de Macron, il y a aussi une pratique du pouvoir, je disais tout à l'heure verticale, mais aussi méprisante à l'égard des gens qu'on est censé représenter. Ça a commencé dès le début. Si tu veux du boulot, t'as qu'à traverser la rue. Toutes ces choses blessantes, offensantes, que le président a dit, parce qu'en fait, c'est vraiment son inconscient qui parle. Je crois qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de le complexe de classe, quoi. C'est vraiment le mépris de classe. Ça, c'est la réalité aussi du macronisme, qu'on le veuille ou non. Et ça explique en grande partie les tensions dans lesquelles... qui sont aujourd'hui en présence. Et c'est très difficile pour des gens comme moi, parce que moi, je suis très rationnel. C'est-à-dire, moi, je suis... Bien sûr que la politique, c'est aussi des émotions et des passions. Mais quand on est dans une situation de crise, il faut adopter un point de vue rationnel et froid. Et moi, mon point de vue rationnel et froid me dit... il faut arriver à trouver une solution pour la France, une sortie de crise par le haut. Mais pour ça, il faut avoir des interlocuteurs. On n'en a pas. Puisque vous avez en face de vous des gens qui disent cette table est noire et qui veulent pas en démordre, même si on voit bien qu'elle l'est pas. Mais du coup, ils condamnent la France à une aggravation perpétuelle de la crise dans laquelle elle est, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de catastrophique, puisqu'ils veulent continuer à appliquer des solutions qui nous ont déjà conduit à plus de 5% de déficit. Il n'y a pas eu cette année, il n'y a pas eu de crise, de gilets jaunes, de virus, je sais pas quoi. Cette année, le déficit, c'est simplement des finances publiques mal gérées. Très mal gérées. Et alors, le paradoxe étant que ces gens-là sont arrivés au pouvoir en disant qu'ils étaient des gestionnaires purs et parfaits. Et qu'ils allaient nous impressionner. On voit le résultat. Et on a l'OCDE qui est plus, on va dire, objectif que gauchiste. Dans sa manière de présenter les faits. En tout cas, il n'est pas gauchiste, ça c'est sûr. Qui vient nous dire que le déficit français s'explique en grande partie par l'absence de la diminution des recettes fiscales, qui est la conséquence directe de la politique oui, parce appliquée. que d'ailleurs, ça serait une façon, si on avait une présentation objective de la situation financière en France, y compris dans les médias, on pourrait le dire de la façon suivante: il n'y a pas eu de dérapage des dépenses. En vrai, il n'y a pas eu de dérapage des dépenses publiques, mais on a un énorme problème de recettes. Il y a eu des choix qui ont été faits, année après année, par les gouvernements successifs qui relèvent du macronisme, qui ont été de dépouiller l'État d'un certain nombre de recettes. Alors, il y a eu une réforme qui a été très populaire, c'est la taxe d'habitation. On a supprimé la taxe d'habitation, c'est 25 milliards en moins. Ah ouais, quand même. On a revu l'ISF, l'impôt sur la fortune. On a fait une flat tax, c'est-à-dire on a permis à ce que les plus riches ne payent pas plus qu'un plafond. Mais ça a coûté très cher. Et puis, on a continué des mesures d'exonération de cotisations sociales à l'égard des entreprises, qui fait que, à un moment, on a un trou. Mais ce trou, c'est pas parce que... Je supporte pas, moi, ceux qui disent la France vit au-dessus de ses moyens, elle est complètement droguée à la dépense publique. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça fait son chemin, cette idée. Mais par contre, on a un problème de recettes, et ce problème de recettes, on peut le régler. On peut le régler, on pourrait le régler, mais on a en face de nous des gens qui s'obstinent à ne pas le vouloir, donc c'est compliqué. Et du coup, c'est ma question. T'as dit c'est incompréhensible, que le fait qu'ils s'obstinent. Je dirais, à première vue, c'est incompréhensible. Mais après, je pense qu'ils défendent des intérêts. Voilà, alors parce qu'il y a les deux hypothèses. Il y a soit ils sont complètement aveuglés par l'idéologie. C'est une des hypothèses. Ils sont aveuglés par l'idéologie et aussi défendent des intérêts. Voilà, moi je pense que c'est un peu facile de prétendre qu'on est aveuglé par une idéologie quand on défend des intérêts auxquels on n'est pas aveugle. Mais les deux sont pas contradictoires, c'est-à-dire à la fois ils croient aux vertus du libre marché, de la concurrence pure et parfaite, et à la théorie du ruissellement, et en plus, ils défendent les intérêts des gens qui les ont élus. Alors pas seulement... Parce que le paradoxe étant qu'il y a aussi des gens modestes qui ont voté pour Macron, donc c'est pas... Mais en tout cas,
les gens avec qui sont en symbiose idéologiquement avec Emmanuel Macron et qui ont été dès le début en réalité des fondateurs du macronisme, c'est des gens c'est les détenteurs du capital. Il fallait voir l'allégresse de ceux qui... D'ailleurs, il y avait plus d'allégresse dans le camp patronal et quand Macron a été élu que quand c'était Sarkozy, c'est dire. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il y avait cette espèce de fantasme, le Mozart de la finance, là, qui va enfin comprendre les réalités de la France, qui est un pays dépensophile, étatolâtre, et puis on va régler tout ça. Voilà, il n'a pas réglé grand-chose. Il n'a pas réglé grand-chose. Enfin, il a surtout aggravé les choses, et on a aujourd'hui des services publics qui vont pas bien, un déficit commercial dont je parlais qui est préoccupant, un déficit externe, enfin un déficit public qui est préoccupant, et il va falloir, quand on reviendra au pouvoir, il va falloir régler ces problèmes. Alors, il n'a pas réglé grand-chose, mais il est quand même stupéfiant de voir que les gens très riches se sont largement enrichis, et encore plus que dans les autres pays où le néolibéralisme a cours. Donc, oui, alors il faut être juste, hein, comme la France était un pays peut-être plus égalitaire que, je sais pas, par exemple les États-Unis ou la Grande-Bretagne, c'est pour ça que c'est encore plus spectaculaire. Okay. Mais aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la polarisation entre les très riches et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, elle est extrême aussi. Hein. Sans parler des pays comme le Brésil ou des pays émergents où c'est, voilà, la lutte des classes, elle est tangible, elle se voit, voilà, bon. On va utiliser ça pour passer du coup du conjoncturel à un peu plus structurel, parce que cette lutte des classes qu'on retrouve partout et cette pression sur le travail de la part du capital qu'on retrouve partout, je veux dire partout les riches s'enrichissent et les salaires stagnent. Et il y a une volonté oligarchique dans la plupart des pays occidentaux, je connais pas tous les pays, mais dans ceux que je connais, il y a cette volonté de continuer sur cette dynamique. Il est très rare d'entendre que tout soit fait pour que les salaires remontent et que les impôts sur le capital remontent également. Alors, c'est pas une tendance nouvelle, hein. Le capitalisme, comme système économique, il porte en lui, enfin, je veux dire, sa continuation naturelle, c'est ce que tu appelles la domination oligarchique. Oui. Et d'ailleurs, le capitalisme produit aussi des monopoles privés qui vont avoir des influences très néfastes sur le paysage médiatique, sur l'opinion. Tout ça, c'est pas nouveau. Hein. Et en plus, d'une certaine façon, ça se voit. Ça se voit de plus en plus. Je trouve que d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant à observer. C'est le côté décomplexé de la domination. Ouais. Et ça me fait penser d'ailleurs à cette phrase incroyable je crois que c'est Warren Buffett, qui disait, mais la lutte des classes existe, oui, d'ailleurs c'est la mienne, la classe des riches qui a gagné. Ouais, parce que la phrase c'est nous qui la menons et nous sommes en train de gagner. Ouais, c'est ça. Alors c'est nous qui la menons, incontestablement. Elle est menée partout, elle est menée mondialement. C'est d'ailleurs une difficulté pour nous, c'est que s'il y a bien quelque chose qui n'a pas de frontières, pas de règles, pas d'éthique, pas de compte à rendre, c'est les flux de capitaux. Hein. Et c'est très difficile quand on est un État-nation, justement, avec des frontières, avec un rythme de délibération, la démocratie représentative, avec les outils qui sont à notre disposition, dans un système qui est absolument mondialisé, hyper fluide, et rendu encore plus fluide par tous les outils du numérique. C'est difficile quand on est à la tête d'un État-nation de dire on va essayer de mettre le plus de barrières possibles pour faire en sorte que la justice advienne. Mais alors quand on a en plus un dirigeant qui dit je vais faciliter le mouvement, je vais accompagner ce mouvement, je vais le rendre le capital encore plus fluide, encore plus rapide, forcément on arrive à la situation que vous décrivez, c'est-à-dire un très petit nombre qui concentre énormément de richesses. Alors quand même on est en France, et en France, à un moment quand même, c'est vrai dans d'autres pays, mais c'est singulièrement vrai en France, le comportement indécent des élites politiques et économiques et la persistance de l'injustice, à un moment, ça crée des bouleversements politiques. Comme peut-être le mouvement du 10 septembre ?
Ça, je ne sais pas. Non, mais je peux pas le prévoir. C'est ce qu'espèrent certains militants radicaux en ligne. Je sais parce que je les suis. Oui, non, mais moi aussi, je les suis. Je peux pas dire à l'avance ce qui va se passer, de la même façon qu'on pouvait pas dire à l'avance que le mouvement des Gilets jaunes allait... Oui, bien sûr. Prendre autant d'ampleur. Moi, j'étais à la première manifestation des Gilets jaunes, sur les champs. C'est très intéressant, d'ailleurs, parce que c'était vraiment quelque chose de sociologiquement très large. Il y avait, il y avait des petits artisans et des commerçants, mais il y avait aussi, moi je me souviens, j'ai fait la manif avec des aides-soignantes, des infirmières, des profs. C'était quand même très hétérogène, mais enfin hétérogène du point de vue de la provenance professionnelle et géographique, puisque c'est des gens qui venaient. Mais la réalité sociologique, c'était quand même le monde du travail. C'est comme ça, le monde du travail, celui qui aspire à gagner un peu plus. Parce que, comme tu l'as dit, et ça, alors ça aussi, c'est pareil, ça fait vraiment partie des choses qu'il faut répéter inlassablement. Quand on nous dit, et on nous le dit tout le temps, mais vous ne vous rendez pas compte, augmenter le SMIC, ça va rogner sur les marges d'entreprise. Enfin, ça fait 30 ans, plus de 30 ans, que la part du capital dans la valeur ajoutée ne cesse d'augmenter au détriment des salaires. C'est un truc, c'est quand même quelque chose à la fois de basique, d'élémentaire, de documenté. Il suffit de regarder. Et pourtant, on a en face de nous, et c'est pas que, là pour le coup, c'est pas que la droite et les macronistes, c'est une grande partie des médias mainstream. Après, ils appartiennent à des milliardaires, donc. Certes, oui, mais moi je pars pas du principe que tous les journalistes sont des marionnettes au service de. Non, je crois pas. Je crois que c'est vrai. C'est ça l'idéologie dominante en fait. C'est quelque chose qu'on intègre sans même s'en rendre compte. Ouais. Et on commence à dire non mais augmenter les salaires, vous n'y pensez pas. Mais on a envie de répondre, ça fait 40 ans que le capital ne cesse d'augmenter. Et là, ça n'a pas l'air de vous poser problème. Comme ceux qui disent que la fiscalité en France pour les hauts revenus est confiscatoire. Il suffit de regarder. Non mais, parce qu'il y en a qui le disent. Il y en a beaucoup. J'ai des collègues qui le disent. Et qui ont l'air de bonne foi quand ils le disent. C'est-à-dire que je crois qu'ils y croient. C'est quand même aisé de démontrer qu'il n'y a rien de confiscatoire. La fiscalité confiscatoire, ça a été expérimenté dans certains pays dans l'histoire du monde. C'est pas ça. Hein. C'est on prend tout. Voilà, c'est pas ce qui se passe. Donc, et alors, comme on est... Il y a cette injustice de base, capital, travail, qui se double en France de quelque chose qui est très sensible pour les gens, c'est l'augmentation de la rente. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les rentiers vivent beaucoup mieux et beaucoup plus confortablement que les travailleurs, même ceux qui se défoncent, même ceux qui bossent beaucoup. Ça crée un climat quand même explosif. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que Enfin, j'ai pas 18 ans sur Macron. Mais quand même, je me dis, je pense notamment à certains collègues qui ont des ambitions, à un moment, si vous n'êtes pas capable d'écouter un tout petit peu ce qui se passe dans la société française, ça va mal se passer pour le pays. Parce que moi, les ambitions des macronistes pour la présidentielle, je m'en moque, je pense que la Macronie va être balayée. Voilà. D'ailleurs, s'il y a une dissolution là, je pense que déjà, la Macronie va être balayée. Ouais. Ce qu'elle représente, ce qu'elle a défendu. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout le pays. Le pays peut pas... Moi, je suis pas pour rajouter systématiquement la crise à la crise. Et au contraire, moi, je pense que c'est un pays qui a besoin de justice, mais aussi d'ordre, enfin, en tout cas, d'apaisement. Voilà, d'apaisement. Ça en prend pas le chemin. Et c'est aussi pour ça que je disais une approche rationnelle. C'est que rationnellement, on a besoin de plus de justice sociale, justice fiscale. Je parlais tout à l'heure des pauvres, les 10 millions de pauvres en France, c'est quand même insupportable dans un pays qui quand même est riche, qui produit beaucoup de richesses. Ça c'est important. Et puis l'apaisement, c'est important aussi. Ce que je voulais dire, c'est que en mentionnant ce 10 septembre, c'est que si, comme tu dis, ils s'obstinent à appliquer la même politique qui continue d'enrichir les mêmes, d'appauvrir les mêmes, de jamais écouter aucun des signaux qui leur sont remontés, ce à quoi ils conduisent le pays inévitablement, c'est à la rupture. Je veux dire, les gens, à un moment, ils vont pas se laisser faire ad vitam aeternam. Oui, alors, le problème de la rupture, c'est que... J'ai pas dit que j'étais... Non, mais moi, c'est juste qu'on sait... J'ai envie de te dire, on sait pas de quel côté elle tombe. Ouais, mais Parce que moi, si la rupture, c'est un puissant mouvement social appuyé par des syndicats de salariés qui encadrent le mouvement, qui donnent des mots d'ordre un peu précis,
L'augmentation du SMIC, l'augmentation du point d'indice, la taxe Zuckman sur les hauts revenus, ça, c'est des mots d'ordre précis. Mais ça peut être aussi des mots d'ordre de toute nature. Hein. Et là, moi, ça fait... Parce que les signaux faibles, c'est ça aussi. Moi, ça fait quelques semaines que je discute avec des gens et je vois bien que ça peut partir dans tous les sens, y compris dans les sens les plus... les plus abjects ou les plus contestables. Voilà, parce que le dégagisme a des vertus, mais il peut poser aussi parfois des problèmes. J'entends parce bien. Je peux charrier aussi des choses de l'ordre de la haine, du rejet. Et quand on met le doigt là-dedans, voilà. Moi, je n'ai pas de fantasme pour le chaos a priori. Je sais qu'il y a des grandes périodes de l'histoire de France où il y a eu, en effet, des ruptures fortes, ou alors des crises qui se sont traduites par des victoires arrachées par le monde du travail, 36, 68, et même d'une certaine façon 81, et même d'une certaine façon 97, voilà, qui étaient les échos de mouvements sociaux. Mais je sais aussi que dans l'histoire, il y a des moments de crise et de rupture qui aboutissent à autre chose, c'est par exemple le fascisme, l'autoritarisme, le nationalisme, c'est quand même possible. Et il suffit de regarder autour de soi pour voir que personne n'est immunisé par rapport à ça. Mais l'Amérique, les États-Unis d'Amérique étant l'exemple le plus flagrant, peut-être le plus inquiétant, mais enfin il y en a d'autres. Mais on s'inscrit, nous, dans cette chaîne, dans une optique de politisation des gens et d'essayer de leur faire voir que les solutions existent, qu'on peut discuter de toutes ces solutions entre personnes pas d'accord, qu'on n'est pas... C'est intéressant de dire ça. C'est-à-dire qu'en effet, la grandeur d'une nation, c'est aussi des gens qui parfois sont pas d'accord sur plein de choses et qui arrivent à se mettre d'accord. Pourquoi ? Dans l'intérêt du pays. Bah, c'est ça. Et le plus bel exemple, alors c'est un peu un exemple quasi devenu mythologique maintenant, mais enfin c'est quand même le CNR. C'est-à-dire que quand on voit des communistes et des gaullistes, des monarchistes et des socialistes qui, au cœur de la résistance, dans la clandestinité, arrivent à rédiger un programme qui va être mis en œuvre et qui va changer profondément le visage de la France et qui va redonner un espoir fou en réalité à la population. Ouais. Ça c'est merveilleux. Alors je dis pas, il y a aucune comparaison historique. On c'est pas le CNR, c'est pas la résistance, c'est pas la guerre. Mais la capacité de se parler et de trouver une sortie de crise par le haut pour un pays qu'on aime et dont on a envie qu'il s'en sorte, et il s'en sortira parce qu'il a des atouts formidables, ce que je disais tout à l'heure. En réalité, objectivement, la France est un pays qui a des atouts stupéfiants. On va venir à comment s'en sortir. Ouais, non, mais on a une main-d'œuvre qui est formée, on a des travailleurs de qualité, on a des chercheurs qui continuent, même s'ils sont mal payés, et qui découvrent des choses formidables, on a des ingénieurs de très grands talents, voilà, ça, on peut pas le nier, sans parler des atouts propres de ce pays, géographiquement, voilà, sa diversité, sa grande richesse culturelle, patrimoniale, tout ça, ça fait partie aussi. Donc bon, on a tout pour réussir, on a tout pour relancer le pays. Maintenant, il faut que ça suive derrière, il faut que ça suive, et pour ça, il faut la rupture, mais aussi un peu d'espoir, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est une société où on vit mieux, et c'est possible. On a compris qu'il y a une crise politique qui est largement du fait de ceux qui ont dirigé l'État français avec pas son meilleur intérêt à cœur, en tout cas aussi les intérêts du capital. Ma question, c'est quels sont les phénomènes économiques qui font qu'on s'est autant appauvri ? Parce qu'il n'y a pas que leurs mauvaises décisions. Oh là là, mais il y a plein de choses. Bon, je disais tout à l'heure, peut-être que la principale cause, c'est ce qu'on a appelé la mondialisation. Alors on devrait dire la mondialisation financière, transnationale du capital. C'est-à-dire, à la fin des années 80, on va dire, ça coïncide avec la chute du mur, l'idée qu'il n'y a plus de système alternatif au capitalisme, il y a une sorte d'allégresse chez les
chez les capitalistes et ceux qui les représentent. Et il y avait cette idée, en plus, de dire, maintenant tout ça, comme le capital va de plus en plus vite, c'est génial, parce que tout est mondialisé. On va mondialiser les flux de capitaux, les flux de marchandises, et tout le monde va s'enrichir. Et en plus, en Europe, il y avait cette idée, qui est en réalité une idée folle, mais qui a été théorisée à plein de reprises. Il y avait d'un côté ceux qui disaient on va faire des entreprises sans usine. Ça, c'est formidable. Mais des gens, des PDG français, c'est le PDG d'Alcatel qui disait ça. C'est vraiment le nec plus ultra de la modernité, c'est les entreprises sans usine. Et puis de l'autre, on avait des dirigeants, singulièrement des dirigeants européens, qui trouvaient très intelligent de dire alors nous en Europe, on va fabriquer les produits à haute valeur ajoutée, on va se spécialiser dans la haute technologie, et puis le reste du monde va devenir un vaste atelier où on va fabriquer les produits manufacturés, les choses qui ne sont pas très importantes, quoi. D'où l'émergence de la Chine, de l'Inde, de tous ces grands pays à qui on a dit allez, vous allez fabriquer les pièces détachées, les produits de première nécessité, tout ça. Nous, on est en train de penser l'avenir et d'investir sur l'avenir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il s'est passé deux choses. D'abord, il ne fallait pas prendre les Chinois, les Vietnamiens ou les Indiens pour des idiots. Eux aussi sont des ingénieurs. Eux aussi sont capables de faire des sauts technologiques. Eux, ils sont capables d'investir. Et résultat, ils sont devenus leaders dans plein de domaines. Mais par contre, comme on n'a pas relocalisé un certain nombre de productions, il a suffi d'une crise épidémique et d'une pénurie pour se rendre compte qu'on n'était même plus capable, non, quand même, on n'est même plus capable de fabriquer des masques, du Doliprane, des appareils médicaux de première nécessité. C'est-à-dire que tout ça avait été délocalisé, benoîtement, presque dans la gaieté, en disant c'est super. Tout ça, en plus, avec un mépris pour la classe ouvrière. C'est-à-dire, franchement, c'est totalement inutile et un peu vain de vouloir fabriquer des bagnoles, des vêtements. On ne parle pas assez de ça. C'est-à-dire, ça aussi. C'est-à-dire, quand on pense qu'un pays comme la France ou les pays européens étaient leaders dans le textile, savaient fabriquer des vêtements de qualité, avec une main-d'œuvre hyper formée, hyper talentueuse, et qu'on a tout balancé dans le reste du monde, et qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est pire parce qu'il y a eu une désindustrialisation, puis maintenant il y a la décommercialisation. Vous avez vu toutes les enseignes de vêtements qui se cassent la gueule, là, une vingtaine en France. Et on a la fast fashion dégueulasse, Shine et tout le reste, où en plus c'est des produits écologiquement catastrophiques, produits dans des conditions sociales aberrantes. Castaner en représentant. Ça, c'est vraiment pas glorieux. C'est même scandaleux. Faisant bosser des enfants voilà. Mais ça, c'est le résultat c'est pas un phénomène naturel. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui m'énerve, c'est quand on présente la mondialisation capitaliste comme étant sorte de le cours naturel des choses. Non, c'est des choix politiques. Et alors au niveau européen, c'est des choix politiques plus. Vraiment, il y avait. Et puis, alors si on rajoute à ça la mondialisation des capitaux, c'est-à-dire dire le capital va pouvoir se déplacer en une seconde d'un moment à l'autre, donc évidemment tu favorises les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, ou en tout cas ce qu'ils appellent l'optimisation, qui est souvent quand même en vertu de cette idée que chacun fait ce qu'il veut en matière de fiscalité des entreprises, puis ça va être super, y compris au sein de l'Europe. Parce que, quand même, en Europe, c'est censé être un espace de coopération et de solidarité. N'empêche qu'il y a une guerre fiscale où des pays comme l'Irlande et les Pays-Bas ou le Luxembourg sont des vrais paradis fiscaux. Et d'ailleurs, ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron, en plus de tout le reste dont on vient de parler, c'est qu'il a essayé de faire de la France, en quelque sorte, un paradis fiscal pour les très riches et pour les grandes entreprises. C'est ça aussi son projet. Évidemment, ça non seulement ça ne fonctionne pas, mais ça a saigné littéralement ce pays et les pays européens. En tout cas, le nôtre, ça c'est sûr. Ça c'est quand même, tu parlais de raisons structurelles, ça c'est une raison structurelle majeure. Et donc, tout de suite, on voit bien que il faut retrouver une politique industrielle digne de ce nom, il faut relocaliser un certain nombre de productions. Je parlais tout à l'heure de la souveraineté alimentaire, ça me paraît
absolument décisif. Voilà. Quand on est un pays comme la France, qui a autant de terres fertiles, de diversité de paysages et donc de possibilités de culture, le fait d'être désormais dépendant du reste du monde, alors même qu'on a tout ce qu'il faut pour être autosuffisant, c'est un scandale. C'est un scandale politique. Voilà. Et donc ça veut dire, c'est pas seulement une inflexion. Hein. Il y a un certain nombre de domaines où il va falloir faire des tournants pas brutaux, mais en tout cas majeurs. Sur l'industrie, sur l'alimentation, sur la recherche. Enfin, moi je trouve hallucinant que dans un pays où on a autant je disais tout à l'heure, d'intelligence et de compétences et de savoir, le budget de la recherche, c'est rikiki, c'est rogné année après année. On a des savants de dimension mondiale au CNRS qui sont payés au lance-pierre, qui dans le compte de labo sont obligés de commander avec des bons de commande du matériel qui arrive en retard ou voire jamais. J'ai des amis chercheurs qui quittent le pays alors qu'ils travaillent sur des... Oui, alors heureusement, moi j'ai aussi des amis chercheurs qui, en dépit de ça, alors qu'ils sont des spécialistes mondiaux, restent en France. Heureusement, parce qu'ils ont le sens du service public, parce qu'ils ont le sens de leur pays. Patriote, ouais. Ouais, de toute façon, le patriotisme, et notamment le patriotisme économique, c'est une vertu que la gauche devrait plus mettre en avant. En tout cas, moi, j'ai toujours pensé. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je me suis beaucoup battu quand j'étais député européen, et même avant, ce qu'on a appelé le fabriqué en France, le Made in France. C'est pas une lubie. Hein. Ça a des vertus écologiques d'abord, parce que quand tu fabriques un jean en France, en Lozère par exemple, parce que je pense qu'il y a un énorme succès pour les jeans français dans une petite boîte là, dans les Cévennes. C'est mieux que si tu le fais fabriquer en Chine, qu'après ça va être teint au Maroc, que ça va repartir pour être confectionné en Inde et que ça revient finalement en France. Maintenant, on dit bien sûr, mais c'est pas ce qui se passe. Non, mais c'est pas ce qui se passe. C'est est... comme sur la fast fashion. Moi franchement, j'ai dit ça une fois à des collègues qui m'ont vraiment pris pour un maboule, mais à un moment, la question de l'interdiction... alors, on me dit, mais oui, tu comprends, les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. Ça, c'est vrai, ils ont perdu du pouvoir d'achat. On devrait raisonner dans l'autre sens, en disant, il faut agir sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les salaires, il faut faire de la distribution sociale et fiscale, mais en aucun cas favoriser tous ces pays qui viennent du bout du monde, fabriqués dans des conditions effroyables et qui coûtent pas cher parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Enfin, il y a aussi une réflexion à avoir sur la production et la consommation qu'on n'a pas parce qu'on est toujours dans l'urgence. Or ça, c'est du long terme. Et la question je parlais de la recherche, c'est pareil. La recherche, oui, évidemment, si on multiplie le budget de la recherche par 2 ou par 3, ce qui serait digne, juste digne, hein, évidemment que ça ne va pas produire des résultats en 6 mois. Mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est investir dans l'avenir. D'ailleurs, la plupart des grands projets structurants français, au départ, c'est de la recherche fondamentale qui a pris des années, puis à un moment, ça a permis au pays de progresser. Donc il y a un ordre, il y a une hiérarchie des priorités qui doit être complètement revue. Mais encore une fois, il ne faut pas désespérer. D'abord, il ne faut pas désespérer de notre pays et de notre peuple, parce que c'est quand même dans l'adversité, la France et les Français ont toujours fait face et ont toujours trouvé des solutions. Voilà, moi je fais pas partie de ceux qui considèrent que... c'est pour ça qu'on est là, c'est pour... La situation est catastrophique, au contraire, moi je pense qu'il y a plein d'opportunités à saisir. Il faut évidemment, il faut des responsables politiques à la hauteur de cet enjeu, et puis il faut aussi être capable de mobiliser les salariés, les citoyens. Ça c'est compliqué, hein, c'est un travail de longue haleine, mais ça en vaut la peine. Encore une fois, ça en vaut la peine parce que moi je pense que la France a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment chevillé au corps, quoi. C'est vraiment une conviction forte. C'est justement ce dont j'ai envie qu'on parle, c'est-à-dire que tu es chef de parti de la gauche républicaine et socialiste. En effet. Et admettons que la gauche républicaine et socialiste remporte les élections législatives. Non, mais c'est pour que les gens comprennent ce qui te donne de l'espoir. Quelle est la vision que tu as de comment les choses pourraient se passer idéalement, selon toi. Et du coup, pour ça, il faudrait que vous gagniez les élections législatives de 2027, toi et tes alliés. Et donc, vous avez un Premier ministre et une majorité bien établie à l'Assemblée et au Sénat. Enfin, vraiment, la situation politique est idéale pour appliquer... Je dirais 3 choses. D'abord, ouais, vas-y. Ce que j'ai envie de savoir, c'est d'abord,
quelles sont les premières mesures que vous prenez? C'est-à-dire celles en arrivant parce que, selon toi, il y a urgence, que c'est les plus urgentes, pas forcément les plus importantes, les plus utiles, mais celles-là, il faut les prendre tout de suite. Faut d'abord des mesures de justice. Je disais tout à l'heure, c'est aussi une façon d'apaiser et puis de redonner confiance. Le rééquilibrage entre capital et travail, ça se traduit concrètement. L'augmentation du SMIC, le point d'indice des fonctionnaires qui est gelé depuis 10 ans, le fait de ne pas rogner systématiquement sur les retraites, de ne pas tenter de casser la sécurité sociale comme c'est fait aujourd'hui, de mettre plus d'argent dans les services publics et notamment quand on sort des métropoles. Le rééquilibrage territorial, c'est fondamental aussi. Les mesures d'urgence, on voit bien. Un domaine dans lequel on n'en a pas parlé, mais qui me paraît tout aussi important, le logement. Quand on voit que, c'est une des dépenses les plus faramineuses pour les Français, ça ne cesse d'augmenter. Ça fait partie des mesures d'urgence. Après, il y a des mesures... là, je reste dans la sphère économique et sociale. Il y a des mesures de plus long terme qui sont fondamentales. Je pense qu'il faut revoir le paysage bancaire et celui du crédit. Voilà. Bon, je dis pas qu'il faut nationaliser toutes les banques, je dis quand même qu'il faut que l'État ait plus un droit de regard, notamment sur l'accès au crédit. Je pense que la question de l'investissement dans l'avenir, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, c'est absolument prioritaire. Donc, il faut des prises de capital public dans certaines industries. Il faut remettre le paquet sur certains domaines. Il faut identifier. Ça a été fait plusieurs fois. Moi, je me souviens pendant le quinquennat Hollande, Arnaud Montebourg était ministre de l'économie et des finances. Il avait identifié 34 domaines dans lesquels la France avait des atouts qui lui permettaient d'exceller. Des domaines, je sais pas moi, les biotech, les ordinateurs quantiques, l'intelligence artificielle. Enfin, il y a quand même plein de domaines dans lesquels la France, en réalité, pourvu qu'elle s'en donne les moyens, pourrait exceller, et y compris exporter. Identifier ces domaines, mettre le paquet dessus, et c'est pour ça que je parlais de l'appareil de recherche, ça me paraît aussi une décision importante. Et puis, enfin, parce que c'est quand même pas rien, quand on est de gauche en tout cas, il va falloir clairement refonder tout ce qui concerne la transmission et la formation. Donc la formation professionnelle, la formation initiale, l'éducation nationale, là il y a quand même... Là, aujourd'hui, c'est la rentrée. Donc, j'ai une immense gratitude pour ceux qui continuent à faire ce métier. Je parle des équipes pédagogiques, mais plus largement tous les personnels de l'enseignement. Ils démissionnent en masse. Oui, pourquoi ? Parce qu'ils sont très précaires, que c'est pas toujours facile de gérer une classe. Les budgets en baisse, ça pèse aussi bien sur sûr, le moral. ça, c'est une priorité absolue. Pour un homme de gauche, mais pour un Français républicain. Donc, l'éducation, la culture. Enfin, moi, je trouve dramatique qu'on s'attaque au budget culturel partout au prétexte que c'est un supplément d'âme. C'est pas vrai. Le fait de vouloir vivre ensemble, ça passe par des politiques culturelles dignes de ce nom. L'excellence de la France, d'ailleurs, elle vient aussi de la qualité de ses artistes, de ses écrivains, de ses créateurs. Donc ça pour moi, c'est fait partie des priorités. Puis après, je n'exclus pas... c'est pas que je n'exclus pas, c'est que je pense que ce qui est important... j'ai parlé de justice, d'investissement dans l'avenir, et il faut aussi apaiser le pays. Et apaiser le pays, ça peut être des mesures d'ordre, ça peut être des mesures de sécurité. Il faut que les gens aient l'impression que... vivre en France... c'est participer à un grand projet où tu es respecté, où tu es en sécurité, où tu as un certain nombre de droits qui sont garantis, mais aussi de devoirs. Voilà, quelque chose qui s'appelle tout simplement l'esprit républicain. Ça, c'est pas facile dans une société où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup d'inégalités, où il y a de la pauvreté, où il y a de la violence. Ça fait partie aussi des choses qu'on doit tenter d'éradiquer. Et contrairement à ce qui se dit parfois, parce moi, c'est pareil, on explique la gauche est laxiste. Moi, je crois pas du tout. Je crois simplement que la gauche rappelle quelque chose qui me paraît élémentaire, c'est il n'y a pas d'ordre sans la justice. Voilà. Et à partir du moment où on commence avec des mesures de justice, il faut aussi l'accompagner de mesures d'ordre. Simplement sur les services publics, moi, il me semble qu'on dépense quand même de l'argent dans les services publics, mais que c'est
l'application de l'idéologie managériale à ces services publics qui fait qu'une partie de cet argent, en tout cas pour l'hôpital public, ne va pas là où il devrait aller. Parce que c'est différent de dire on augmente les dépenses et on en remet dans un système. Je suis totalement d'accord, mais j'ai jamais dit que la solution c'est on met plus d'argent et puis ça ira mieux. C'est pour que tu précises. L'exemple de l'hôpital, c'est un bon exemple. C'est-à-dire quand la logique managériale... Mais en fait, c'est vrai dans beaucoup de domaines de la fonction publique. Hein. Il y a des très beaux livres qui ont été écrits là-dessus ces dernières années. J'en ai un en tête qui s'appelle « La valeur du service public », qui a été écrit notamment par Claire Lemercier et Willy Pelletier de mémoire, hein, qui explique comment les logiques managériales à l'œuvre dans les services publics contribuent à la déprime des agents, à l'inefficacité des actions. Et alors dans l'hôpital, c'est spectaculaire. Parce qu'on accuse tout le temps la gauche de dire qu'il faut... Moi, j'ai un truc que j'ai repris à la droite, c'est l'argent public est sacré. Et je trouve que... Pourquoi à la droite Non, mais c'est eux qui se prétendent qu'ils l'ont pris. Bah, voilà, y a... Non, mais je veux dire, dans les révolutionnaires français... savait que l'argent public était sacré. Voilà, non mais c'est... Voilà. En fait, c'est la droite fait mine d'avoir le monopole de la bonne gestion de l'argent public, outre le fait que c'est pas vrai. Il n'y a aucune raison pour un homme de gauche de ne pas dire un euro public dépensé, ça va être un euro utile. Non mais évidemment, non mais c'est cette manière qu'on a d'enfermer un peu la gauche dans ouais, mais c'est caricatural et tout démenti systématiquement par les faits. Cet argument sur l'argent utilisé dans les services publics, un peu n'importe comment, je veux dire, on a créé une couche managériale qui coûte énormément d'argent et qui sert à rien. Oui, mais encore une fois, ça, je pense pas que ça soit inatteignable comme réforme. Ça peut aller assez vite, hein, en réalité. Donc, ça fait partie en effet des pistes qu'on doit regarder quand on reviendra au pouvoir. J'espère que ça sera le plus tôt possible, hein, quand même. Ma question d'après, c'est quels sont les changements les moins coûteux politiquement, les plus faciles à mettre en œuvre dans le pays, qui auront le plus d'impact. C'est-à-dire les trucs qu'on fait pas alors que ça marcherait. Il y a déjà les changements institutionnels. Hein. Ouais. C'est-à-dire. Par exemple, le fait de retirer au président de la République son droit de dissolution de l'Assemblée, ça coûte rien. Ouais. Mais ça redonne beaucoup de vie au Parlement. Et donc, on n'est pas dans cette situation aberrante de la Ve République complètement déséquilibrée. Je prends cet exemple parce que franchement, même ça peut être des engagements. Imaginons que on dise on va pas utiliser le 49.3. Ouais. C'est tout con, ça coûte rien. Hein. Mais ça force quand même à écouter, à discuter. Alors je dis pas que c'est ce que répondront prioritairement les Français. Là, mais je donnais juste un exemple institutionnel qui coûte rien et qui pourrait quand même faire du bien au pays et à sa respiration démocratique. Ça peut être aussi, j'en reviens à toutes les questions démocratiques, une pratique plus fréquente de la démocratie directe. Moi, je trouve ça très sain de demander son avis aux gens, régulièrement, sur des sujets. Parce que là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un référendum ? C'est depuis 2005. Je peux te faire une suggestion de démocratie directe qu'on m'a fait lors du dernier entretien. Ouais. Une chambre de citoyens tirés au sort qui propose des lois au référendum. C'est-à-dire... Mais pourquoi une chambre de citoyens ? En réalité, il suffit, là aussi, je proposais encore plus simple, hein, ce qu'on appelle un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire un nombre suffisant de gens qui disent... Alors, soit c'est un référendum abrogatif, c'est-à-dire voilà, cette loi, j'en veux plus, et on le resoumet à la discussion parlementaire, puis après au référendum devant le référendum populaire. Soit une proposition qui recueille un nombre suffisant de signatures. Aujourd'hui, c'est totalement verrouillé dans la Constitution. Hein. Donc là, ça aussi, il faut le rendre fluide. De toute façon, je suis un partisan de la démocratie directe à côté de la démocratie représentative. Et je ne crois pas du tout, parce que vous avez l'argument qui dit oui, mais les gens répondent pas à la bonne question, le référendum sur des sujets très complexes. Non, mais les Français sont intelligents, ils savent très bien ce qui se passe, ils sont totalement capables de s'informer. Moi, j'ai un souvenir incroyable de la campagne de 2005, t'étais même pas né.
la Constitution européenne, où tout d'un coup, les citoyens se sont emparés du sujet, emparés du texte, ont commencé à poser des questions. En termes de pédagogie ça a l'air génial. Populaire, c'était extraordinaire. Dans le moindre village de France, il y avait des réunions énormes où les gens arrivaient avec le texte et posaient des questions. Et ça, c'est faire confiance à l'intelligence collective. Donc moi, ça coûte rien. Enfin, si, ça coûte l'organisation d'un référendum, mais je pense que demander plus souvent l'avis aux gens, au-delà de ce qu'est la démocratie représentative, ça, pour moi, c'est une bonne mesure. Oui, c'est vrai que ça changerait même le climat dans le pays, ça le rendrait peut-être plus propice à organiser sa propre transformation. Oui, parce que mine de rien, il y a une contestation de la démocratie en ce moment, qui est le fait des partis autoritaires, qui est le fait traditionnellement de l'extrême droite, mais qui est aussi, par exemple, je regarde les PDG des grosses boîtes numériques, Google, machin. Leur argument, c'est de dire « Ouais, mais la démocratie, c'est lent, ça prend trop de temps. Nous, on vous propose quelque chose de beaucoup plus simple. Vous appuyez sur un bouton sur tous les sujets. On n'a même plus besoin de représentants. » Voilà. C'est aussi une contestation de la démocratie en tant que délibération. Parce que la délibération, ça suppose quand même la discussion. Ça suppose la confrontation des points de vue. C'est pas chacun dans son... l'égalité des points de vue. Et en plus, c'est pas chacun dans son bureau qui appuie sur un bouton. Non, voilà. Donc, parce que la démocratie, elle est quand même contestée dans ses fondements, par plein de courants différents, mais qui visent au même objectif, moi je trouverais important justement qu'on redonne la parole aux gens sur des sujets de toute nature et qu'il y ait des vrais débats. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi que le Parlement y vive. Or aujourd'hui, il y a plein d'outils au service de l'exécutif pour contraindre le Parlement, pour l'empêcher de se déployer ou de décider. Donc ça aussi, ça fait partie de l'enjeu. Ça permettrait que les gens défendent leur démocratie, leur modèle et leur pays, parce que d'un coup, ils seraient à nouveau attachés à tout ça. Et j'ai 2 obstacles J'aimerais entendre comment tu les contournerais, comment votre groupe parlementaire les contournerait. C'est d'abord la dette publique. Comment est-ce que des formations réellement de gauche, réellement socialistes, feraient face à la dette publique qui récupérerait au déficit et à la dette publique qui récupérerait en 2027 ? Ouais, d'abord, c'est un peu différent parce que, le déficit, s'il y a un petit peu plus d'activité économique, il diminue. Hein. En fait, si les macronistes ont creusé le déficit, d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont baissé drastiquement les recettes, et 2, l'activité économique est très faible, voire quasiment étale. Donc moi, franchement, alors moi je suis pas sur les trucs, la trajectoire du déficit pour faire plaisir à Bruxelles, tout ça n'a pas de sens. Après, on n'est pas obligé de vivre éternellement avec un déficit budgétaire. Après tout, l'équilibre budgétaire, c'est bien aussi. En fait, ça dépend de ce qu'on fait de l'argent. C'est comme la dette, d'ailleurs. Si la dette, elle est possédée à 80% par les Français et qu'elle sert à investir dans les infrastructures dans le pays... Là, en 2027, vous arrivez avec une charge de la dette qui est énorme, une dette qui appartient pas à des Français. Alors, heureusement, c'est partiellement le cas. Hein, c'est partiellement le cas. Il y a quand même il y a beaucoup de Français qui possèdent en réalité de la dette, la dette de notre pays, heureusement. Mais moi, encore une fois, je pense qu'une politique économique bien conduite, qui a des résultats, qui remet à la fois de la justice et en même temps qui redonne de l'allant au pays et qui permet d'investir, ça se traduit par évidemment plus de recettes fiscales, moins de déficit et à terme moins de dette. Et donc ça veut dire une politique publique qui implique hausse des salaires, investissement dans des entreprises publiques, Oui, qui accompagne des politiques publiques d'avenir. Voilà. Donc investissement dans des entreprises... Pas forcément dans des entreprises, ça peut être des prises de capital public, non mais ça peut être aussi un certain nombre d'aides sur des politiques ciblées, je parle des politiques écologiques par exemple, tout ça se discute. La transition écologique par exemple, c'est un chantier colossal, on en est vraiment qu'au balbutiement, à un moment il faudra mettre le paquet. Hein.
je ne vais pas relancer le débat énergie renouvelable nucléaire, mais la question énergétique, elle est absolument centrale. Et je trouve que le pouvoir s'en saisit pas suffisamment. Or, évidemment, dans les années qui viennent, ça va être un enjeu de souveraineté majeure. Bah, ça suppose des investissements de toute façon. Et du coup, ce serait l'objectif de ces hausses de salaire pour dynamiser un peu la consommation et d'investissement stratégique. L'objectif, ce serait au-delà de dynamiser la consommation, le premier effet de la hausse des salaires, c'est surtout permettre aux gens de souffler. Oui, mais je parle vraiment d'un point de vue dans des... Oui, non, mais parce que faut voir quand même que c'est comme... J'entends là, depuis quelques jours, là, suite au discours de Bayrou, j'entends cette musique de fond consistant à dire les retraités en France, c'est quasiment des privilégiés, quoi. Hein, c'est privilégié. La retraite médiane en France, c'est 1500 €. Ok ? La retraite moyenne, c'est environ 1700 €. Bah, ça va, quoi. Mais enfin, les retraités, ils ont aussi pu investir dans l'immobilier quand c'était vraiment pas cher. Non, mais non. Le retraité, c'est le même que celui des salariés. Oui. Mais en fait, ils ont pu investir. Attends, là, c'est pareil, il faut pas non plus caricaturer. Hein. Les retraités riches en France, les 10%, c'est plus de 2500 € par mois. D'accord ? Ça, c'est pas non plus, c'est pas des milliardaires. Hein. Moi, je rentre pas dans le débat qui consiste à opposer les soi-disant boomers et les actifs ou la jeunesse qui est tant sacrifiée. Ça ne correspond pas à la réalité. Ça, c'est la ruse du pouvoir. Faut pas tomber dans ce piège. Hein. C'est la ruse du pouvoir pour diviser des gens qui ont des intérêts objectifs communs. L'intérêt objectif commun, c'est la justice fiscale et sociale dont on parlait tout à l'heure. Donc, faut faire gaffe à ça. Ma question c'était pas pour remettre la justice sociale, c'est simplement sur ces équilibres financiers auxquels il va bien falloir se confronter. Donc l'idée, c'est que vous arrivez au pouvoir et par une politique d'investissement, au début il y a des déficits, mais c'est pas grave parce qu'on utilise l'argent et ensuite les déficits sont moins problématiques puisque l'économie, l'activité remonte. Je vais faire remarquer quelque chose. Ouais. Quand le déficit moyen sous François Mitterrand, c'est 2,5%. Quand Jospin s'en va de Matignon, le déficit public, c'est 2%. Et même Hollande, dont j'ai beaucoup contesté la politique, il faut reconnaître que quand il a rendu... quand Emmanuel Macron est devenu président, le niveau de déficit public, c'était 2,5. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tous les procès en mauvaise gestion faits à la gauche française sont absurdes, puisque depuis 81, la réalité, c'est que la gauche gère mieux les comptes publics que la droite. Donc, faut pas être inquiet. Pourquoi ? Parce que quand on remet un peu de justice dans la machine, et quand en plus on fait une politique budgétaire un peu ambitieuse, ça peut aussi redonner un peu d'air à un pays et lui permettre d'avoir des comptes publics en meilleur état. Voilà. Donc, encore une fois, je fais pas l'éloge du déficit ou de la dette, ça n'a pas de sens. Je constate simplement que la droite ne cesse de nous faire un procès qui n'est pas fondé. Voilà. Sarkozy a brûlé la caisse. Macron a brûlé la caisse. Et je parle pas que du Covid. Hein. Ouais. Mais globalement, je trouve que les partis de gauche s'en sortent plutôt bien. Donc, faut nous faire confiance. Ça marche. Et du coup, vous n'êtes pas non plus décroissant. Non, alors, enfin... Moi, je comprends le débat sur la décroissance parce que j'ai des enfants qui sont écolos et qui posent des vraies questions sur la consommation. Et en fait, il y a des choses qui doivent croître et des choses qui doivent décroître. Ouais. En effet, je parlais tout à l'heure de la fast fashion. Ça, à mon avis, ça doit décroître vraiment. Bien sûr. Il n'en demeure pas moins que le PIB doit croître. Mais c'est quand même mieux pour un pays de produire des choses utiles pour les gens. Et alors... En plus, il va falloir se creuser les méninges pour que ces choses utiles pour les gens ne soient pas polluants, bien sûr, soient éco-responsables. Ben ça, c'est aussi un travail intelligent d'investissement, de formation. On en a besoin. Et d'ailleurs, au niveau européen, il y avait tout le débat à un moment dans ce qu'on appelait le Green New Deal, qui était plutôt une bonne idée. La réalisation était nulle, et puis de toute façon, là, ils sont en train de revenir dessus. Comme souvent, hein, c'est ça. Il y a un côté déceptif, hein, quand même, hein, parce que, c'est ce que je dis souvent à mes camarades très europhiles, la réalité des institutions de l'Union européenne, c'est que généralement, elles tombent toujours du même côté du marché, de la concurrence. Mais l'idée du Green New Deal était pas mal, c'est de dire, il faut...
accélérer les investissements dans la transition écologique parce que c'est vital, tout simplement c'est vital. Voilà. Et puis, et pour la France, c'est d'autant plus vital que, par exemple, notre biodiversité est menacée, alors même que c'est quelque chose de fondamental pour la vie, mais aussi pour le plaisir de la vie. Bien sûr. Donc, ça fait partie des priorités. Voilà. Là-dessus, je fais pas partie de cette gauche qui est un peu dans la confrontation avec les écolos sur cette idée qu'il faut rendre la planète plus habitable et plus vivable. Ça me paraît évident. Et le deuxième obstacle que je voulais t'entendre aborder, c'est l'Union européenne. Est-ce que la politique économique que vous metteriez en place avec votre majorité en 2027 est compatible avec les traités européens? Alors, ça c'est un sujet plus ardu, parce que en effet, il y a une partie des choses que moi je voudrais faire qui parfois se heurtent à ce qu'est la réalité de l'Union européenne. So what? Pourquoi je dis ça? Les Allemands ont eu un excédent budgétaire commercial pendant des années, alors que c'est interdit par les traités. C'est vrai, je savais pas que c'était interdit. Ils n'ont pas été sanctionnés, ils n'ont même pas été... Voilà. Donc, à un moment, il faut avoir le courage de dire, là, clairement, nous, on veut mener une politique pour le bien de notre pays, mais aussi pour le bien du continent, et ça va clairement à l'encontre de ce qui est... Alors, des traités ou de l'interprétation des traités par la Commission, qui va multiplier les remarques. Ah oui, mais ça, c'est une atteinte à la concurrence libre et non faussée. Ça va à l'encontre du libre jeu du marché. Oui, il y a plein de fois où il faut aller à l'encontre du libre cours du marché. Il y aura nécessairement une confrontation. Sur quelle politique, par exemple? Non, mais il y aura... je te donne un exemple. Les marchés publics. Moi, je considère qu'il faut privilégier outrageusement les entreprises locales et nationales. Dans la commande publique. Certains juristes européens diront oui, mais ça s'oppose quand même au droit européen qui dit que la concurrence doit être libre et non faussée, qu'on ne doit pas privilégier une entreprise nationale. Bon, il faut aller à la confrontation. D'ailleurs, en réalité, il y a plein de pays européens qui vont à la confrontation ou qui demandent des exemptions. L'Espagne et le Portugal ont demandé une exemption par rapport au marché européen de l'électricité. Parce qu'ils ne s'en sortaient pas, ils l'ont obtenu. Il faut créer un rapport de force pour obtenir, si la Commission n'est pas d'accord, un certain nombre de dérogations pour la France. Et d'ailleurs, je pense que nous, on aurait dû sortir purement et simplement du marché de l'électricité, qui est une folie contre la France. Parce que c'est un système qui a été pensé contre la France. Par les Allemands. Par les Allemands, à l'époque, qui étaient ultra dominants. Ils le sont moins. Mais ils l'étaient. Il y a aussi le principal problème en Europe. Encore une fois, je connais bien les traités, la Commission, l'idéologie qui préside à la construction européenne. C'est une idéologie. Voilà. Moi, j'adore l'Europe, j'adore l'idée d'unifier le continent européen, mais je vois bien ce que les institutions européennes ont de totalement idéologique, au service d'une idée principale qui est le déploiement du capital. Ça, c'est la vérité quand même. Mais ce que je sais aussi, c'est que les responsables politiques français, à l'exception de quelques-uns, je pense notamment à Charles de Gaulle, mais ça c'est au tout début de la construction, n'ont pas été capables de dire là, clairement, mon intérêt national veut que je prenne des libertés par rapport à ces règles-là, qui sont souvent contre-productives. Voilà. Alors, non mais, arrêtons-nous un instant sur le moment qu'on vit. Vous avez la présidente de la Commission européenne qui va faire un deal avec le président américain. Et le deal, c'est quoi? C'est on va taxer vos produits à hauteur de 15%, mais vous taxez pas les nôtres. Vous avez l'obligation de dépenser 600 milliards pour acheter des produits américains. C'est la deuxième chose. Le dollar est déprécié par rapport à l'euro de 15%. Donc en fait, c'est pas 15% que tu es taxé, c'est 30%. Et avec ça, vous allez nous dire merci. Elle revient en disant j'ai obtenu ce qu'on pouvait avoir de mieux. Et il y a des gogos qui le croient, puisque j'ai vu, même en France, des gens, quand même, c'est mieux que si c'était pire. C'est pas vrai.
Mais à un moment, si la France, là, dans le moment politique qu'on vit, n'est pas capable de dire c'est inacceptable, on n'en veut pas, et de toute façon, Madame von der Leyen a une légitimité démocratique relative. Ouais. Si on n'est pas capable de faire ça, alors franchement, bon, on peut, là pour le coup, on peut tout arrêter, quoi. Et je pense qu'un des problèmes français, c'est l'incapacité que nous avons par enthousiasme européen. Parce que contrairement, moi j'ai toujours j'ai constaté que les Allemands défendaient férocement leur intérêt national. Mais nous, les Français, comme on croit à l'Europe, qu'on croit à l'Europe politique, à l'Europe puissance, oui, bah parfois on défend pas férocement notre intérêt national. Donc là, en l'occurrence sur ce sujet précis, qui est un sujet commercial, mais décisif quand même, il va falloir dire non. Et il faut des dirigeants politiques qui soient capables de le faire et de le dire. Vous m'accordez une dernière question, tu m'accordes une dernière question ? Sur quoi ? Dans 10 ans, si on reprend 10 ans de macronisme, ou 10 ans de l'alliance de gauche... de gauche ? La gauche républicaine et socialiste. Le pays peut ressembler à quoi dans chacun des deux cas ? Non mais d'abord, on va pas reprendre 10 ans de Macronie supplémentaire. Non, mais en fait, c'est... Macron, c'est fini. C'est déjà fini. Ouais. Heureusement. Non, mais quand je dis Macron, c'est n'importe lequel des représentants de l'oligarchie. Puisque eux, ils sont pas finis. Retailleau, Macron, ce sera pareil. Et Retailleau, il a quand même... Enfin, Retailleau ou un autre, il y a de bonnes chances qu'il soit au deuxième tour de l'élection présidentielle. On va tout faire pour que ni l'un ni l'autre ne l'emporte. On est d'accord. Je ne vais pas me placer dans une situation de dire si on a 10 ans de droite, ça va donner ça. Non. Moi, mon rôle de militant politique, tant que je suis militant politique, c'est encore longtemps, j'espère, c'est précisément de m'opposer à ce scénario. Alors, dans 10 ans, si vous avez gagné... Non, mais là, c'est pareil. On va faire de notre mieux pour parvenir à la société dont je parlais, qui est une société plus apaisée, plus enthousiaste, et avec une France qui retrouve quelque chose de singulier qu'elle n'aurait jamais dû perdre, qu'elle n'a pas perdu en réalité. C'est un écho dans le monde. La France a toujours quelque chose à dire au monde. Je sais que ça peut paraître présomptueux, mais c'est ce que je crois. En tout cas, elle a un modèle singulier à promouvoir. Et moi, c'est pour ça que moi, j'assume, on a un modèle social. Oui, en effet, il coûte cher, mais allez vivre ailleurs, vous allez voir ce que c'est, d'arriver à l'hôpital et de donner sa carte bleue avant d'y rentrer, ou d'avoir des retraités pauvres, parce que il y a beaucoup plus de retraités pauvres en Allemagne qu'en France. Donc, il y a un modèle social, on en est fier. Il va falloir sûrement évidemment, il ne restera pas stricto sensu l'État, mais l'esprit d'un modèle profondément solidaire, collectif, doit rester. On a un modèle culturel qu'il faut promouvoir et qu'il faut aider. L'exception culturelle, c'est pas rien. On est un des derniers pays à résister, par exemple, dans le cinéma, où tous les autres, c'est la normalisation américaine, et c'est la disparition de créateurs. Tout ça, c'est des atouts incroyables qu'on doit préserver. Et puis aussi, on est censé être une puissance diplomatique qui est distincte des Américains. Ça n'est pas toujours le cas, ça l'est pas en tout cas suffisamment en ce moment, avec Trump comme avec les démocrates. Moi, je fais pas de différence. C'est un espace francophone incroyable qu'il faut faire vivre. Il ne vit pas suffisamment. C'est un réseau incroyable d'alliances culturelles qui devrait être plus mis en avant, et pas seulement de la diplomatie économique. Bref, la France a encore beaucoup de choses à dire et à faire dans le monde. Mais pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait moins d'injustice dans notre pays et plus de gens qui croient. Le patriotisme est souvent plus fort dans les classes populaires que chez les élites. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça. Alors, encore plus dans les élites économiques. Je trouve insupportable. Je vois ça tous les journaux qui disent « si on taxe davantage les riches, ils vont se barrer à l'étranger ». Mais c'est quand même... Personne ne réagit en disant « c'est ça la conception que vous avez de l'amour de votre pays ». Non. Bon, donc, si on arrive à préserver la singularité politique et culturelle de notre pays, alors il y a des grandes choses qui nous attendent. Merci beaucoup Emmanuel Morel. Merci.